La pédagogie queer constitue un des sous-courants de la pédagogie critique qui a émergé dans les années 1990. Donc cette vidéo va être consacrée à présenter trois des principales étapes de la constitution de ce sous-courant de la pédagogie critique. Donc la fondatrice de la pédagogie queer, c'est Deborah Britzman, dans un article qui date de la moitié des années 80, de 1995. Alors il faut comprendre le contexte à ce moment-là. La pédagogie critique était dominée dans les années 80 par l'approche marxiste de l'école de Francfort, et à partir des années 90, on a un changement de contexte intellectuel aux États-Unis avec l'émergence du post-structuralisme, et le queer s'inscrit dans le courant plutôt post-structuraliste, inspiré entre autres par Michel Foucault. Donc la pédagogie queer constitue une critique en quelque sorte de cette approche plutôt marxiste, et va donc introduire à la fois les thématiques LGBTQI dans la pédagogie critique, mais aussi les approches plutôt post-structuralistes. Et de ce fait, cette critique n'a pas été menée uniquement par les approches queer, mais dans les années 90 aussi, on a eu, enfin à la fin des années 80, on avait eu aussi une critique de la part des courants féministes post-structuralistes qui a été menée contre les approches de la pédagogie critique des années 80. La seconde figure importante de la pédagogie queer, c'est Kevin Kumashiro, donc qui va s'inscrire dans la continuité de Deborah Britzman, mais va apporter une nouveauté, qui va l'amener à fonder d'ailleurs la pédagogie anti-oppressive, qui devient elle-même un sous-courant de la pédagogie queer, et dans la mesure où la pédagogie anti-oppressive intègre une problématique intersectionnelle. Donc là, en fait, Kevin Kumashiro va s'appuyer sur son expérience à la fois d'homme queer, mais également de personnes racisées aux États-Unis, et il va donc introduire l'idée qu'il faut croiser ces deux dimensions, enfin qu'il faut croiser la pluralité des oppressions pour pouvoir aborder de manière correcte la question queer. Par exemple, l'expérience d'un homme racisé queer n'est pas forcément la même que celle d'un homme blanc, dans la mesure où, par exemple, on va présupposer que la personne racisée est, par exemple, homophobe, alors qu'en réalité, une personne racisée peut être aussi gay, par exemple. La troisième étape importante de la constitution de la pédagogie queer, c'est la pédagogie critique de la norme qui s'est développée, elle, en Suède. Les deux précédents auteurs que nous avons présentés sont des auteurs états-uniens. Là, il s'agit d'un courant qui s'est développé en Suède. Donc la pédagogie critique de la norme, elle s'est constituée par opposition à la pédagogie de la tolérance, en gros, qui disait qu'il fallait être tolérant avec les minorités. La pédagogie critique de la norme va inverser la problématique en disant qu'il ne s'agit plus d'être tolérant avec les minorités, mais au contraire de regarder la norme majoritaire et de s'interroger sur la raison de ces normes majoritaires. Pourquoi, par exemple, l'hétérosexualité apparaît-elle comme normale? L'autre point important de la pédagogie critique de la norme, c'est son caractère intersectionnel, puisqu'elle va s'intéresser également à la question, pas seulement aux questions queer, mais aussi à la question du handicap ou à la question du racisme. Du point de vue de la pédagogie radicale, on peut néanmoins souligner un risque
que peut rencontrer les pédagogies queer, c'est une tendance à évacuer la question de la classe sociale et des rapports sociaux de classe du fait de l'origine post-structurelle de ce courant. Néanmoins, ce danger a été assez bien analysé par certains auteurs queer eux-mêmes, comme Sam Boursier, qui a souligné comment les luttes LGBT ont pu être instrumentalisées par le néolibéralisme, en particulier par le management de la diversité. De ce fait, la tendance par exemple que l'on trouve dans la pédagogie critique de la norme à développer un ensemble d'exercices et de techniques pédagogiques peut susciter de la part du néolibéralisme un désir de récupération de ces techniques afin de promouvoir la lutte contre les discriminations en entreprise et en faire simplement des techniques sans viser de transformation sociale réelle.